Welcome to this webinar on behalf of the Jesuits of Canada, Empowering the Next Generation, Girls' Education as a Path to Global Change. It will be presented by Jenny Cafiso, the Director of Canadian Jesuits International. Merci, donc merci de vous joindre à nous. Nous regrettons d'avoir pris un peu de retard à cause d'un problème technique. Il y a quelques aspects techniques à régler avant de commencer. Cette session va durer 30 minutes. Cela comprend la présentation et une période de questions. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans la boîte de questions Q et A. Si vous les mettez dans la boîte de clavardage, on pourrait ne pas les traiter. Vous recevrez un enregistrement de cette session dans les 72 heures. Je passe maintenant la parole à José Sanchez, directeur des communications, qui va vous parler de l'interprétation et des aspects techniques. Merci, Pat, et bienvenue à Jenny. Alors, je vais donner quelques directives pour que les personnes qui veulent suivre la conférence en français puissent choisir cette langue. Donc, pour choisir la langue de votre préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion ou webinaire, appuyez sur le bouton avec les 3 petits points au plus et après, appuyez sur Interprétation de la langue. Finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important aussi de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. À vous la parole, Pat. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude, par la reconnaissance du territoire. Commençons par reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des territoires où nous vivons. Nous le faisons pour confirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre connaissance des peuples autochtones et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux énoncés des Inuits, des Métis et des peuples des Premières Nations qui vivent sur ce territoire et nous reconnaissons les erreurs du passé et nous nous engageons chacune et chacun à sa façon à aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Alors, merci d'être des nôtres ce soir. Je suis heureux de voir qu'il y a de nombreuses enseignantes et enseignants donc, de la région de Toronto. J'ai le plaisir de vous présenter Jenny Cafiso, qui est directrice de Canadian Jesuits International, donc CJI, une petite ONG de développement international qui soutient la solidarité et le partenariat entre le Nord et le Sud en finançant des projets, en particulier dans le monde de l'éducation et par un travail de plaidoyer au Canada. Elle est l'adjointe du provincial des Jésuites du Canada pour l'apostolat international. Depuis 8 ans, ou pendant 8 ans, elle a été directrice des programmes internationaux au Bureau international du service des Jésuites des réfugiés à Rome et pendant 11 ans, elle a coordonné l'animation et l'éducation pour Développement et Paix, un organisme de développement international à Toronto. Elle a passé 2 ans au Pérou comme coopératrice pour CUSO avec l'équipe de formation à Teria, qui est un centre d'éducation populaire qui travaille dans les bidonvilles de Lima. Jenny donc, a une maîtrise en sciences politiques. Elle s'est spécialisée dans le rôle des ONG de développement international canadiennes pour la transformation sociale. Elle fait des études postdoctorales en aide humanitaire à l'Université Fordham, à l'Université de Genève et au Centre de santé et coopération internationale.
Elle est maintenant présentement membre du conseil d'administration du réseau Savior et du réseau Intercultura en Espagne. Alors, Jenny est évidemment très compétente et qualifiée. J'ai donc le plaisir de vous présenter, de vous donner la parole. Jenny, merci d'être des nôtres ce soir. Merci, merci Pat et merci à toutes et à tous qui êtes là ce soir. Alors, je ne sais pas où vous êtes, chacune et chacun, mais je veux d'abord remercier Pat, José Sanchez et la province des Jésuites du Canada et toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette rencontre. Merci à tous ceux et celles qui sont ici pour cet événement. Je tiens également à remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai le privilège de travailler au Canada ainsi qu'à l'étranger, y compris mon équipe ici à CJI, aux sympathisants, et en particulier les personnes en Afrique, en Asie, en Amérique latine qui m'inspirent et me mettent au défi chaque jour de toujours rechercher le plus grand bien et de construire un monde meilleur. Et je veux remercier tout particulièrement nos interprètes, Michel et Albert, et je vais m'efforcer de faire des phrases complètes et je voudrais m'excuser auprès du public francophone pour ne pas parler français ce soir, mais vous êtes entre bonnes mains avec nos interprètes. Alors, merci, José, d'avoir présenté les diapos. Je veux d'abord dire que CGI est l'organisme de solidarité mondiale des Jésuites du Canada. Nous travaillons avec des partenaires jésuites au niveau international pour soutenir des initiatives qui s'attaquent aux causes profondes de la pauvreté et qui sont susceptibles d'apporter des changements durables dans la vie des individus et des communautés afin que les gens puissent développer pleinement leur potentiel physique, émotionnel et spirituel. Nous agissons également par le biais d'actions de sensibilisation et de plaidoyer au Canada. Par exemple, l'automne prochain, nous allons avoir une campagne d'éducation sur les droits de la personne. C'est un peu dans ce contexte que se situe la présentation de ce soir. Nous nous concentrons sur l'agriculture, la défense des droits de la personne, les activités productives socio-économiques, le renforcement des organisations populaires, la création de réseaux et bien sûr l'éducation. Et c'est de ce dernier sujet, l'éducation, dont nous allons parler aujourd'hui. Ma présentation d'aujourd'hui comporte 5 parties et les sources que je vais utiliser, bien c'est l'UNESCO, l'ONU, l'UNICEF, ONU Femmes, le service jésuite des réfugiés et plusieurs autres sources jésuites. Alors, je ne vais pas citer tout le monde explicitement, mais sachez que c'est de là que viennent mes statistiques. D'abord, la première partie, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons à CJI, Canadian Jesuits International. Il y a 3 choses que j'aimerais mentionner. D'abord, les valeurs de l'Évangile. Notre travail s'inspire du message de l'Évangile pour servir les personnes marginalisées et exclues de quelque façon. Ensuite, l'enseignement social catholique. Les principes de l'enseignement social catholique comprennent l'option pour les pauvres, la dignité de la personne humaine, la solidarité, la recherche du bien commun, la dignité du travail, les droits des travailleuses et des travailleurs et la préservation de la création. Enfin, les priorités apostoliques universelles qui sont le fruit d'un processus de discernement des jésuites et qui sont censés baliser notre travail. Ces priorités sont de montrer le chemin vers Dieu, cheminer avec les exclus, marcher avec les jeunes et prendre soin de notre maison commune. Donc, alors, ces 3 séries de valeurs inspirent notre discernement et définissent nos priorités. Alors, qui sont les pauvres aujourd'hui et pourquoi sont-ils pauvres? Dans le cadre de notre processus de réflexion, eh bien, nous lisons les signes des temps. Nous nous demandons quel est notre contexte, quelles sont les voix qui sont entendues, quelles sont celles qui ne sont pas entendues, qui profitent de l'état actuel des choses et qu'est-ce que Dieu nous dit. Alors, si nous regardons la situation dans le monde aujourd'hui, nous voyons qu'au Canada, une grande partie des Autochtones, donc les premiers habitants de l'île de la Tortue,
souffrent encore aujourd'hui d'exclusion, de pauvreté, de racisme et de violence. Et cela comprend aussi un manque d'opportunités en matière d'éducation. Nous constatons également l'exclusion des populations urbaines pauvres chez les réfugiés, les sans-papiers et les travailleurs occasionnels. Puis vous avez le sud global. De nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine connaissent des niveaux extrêmes de pauvreté dans de vastes secteurs de leur population. Et troisièmement, il faut dire que tant au niveau national qu'au niveau international, le fossé entre les riches et les pauvres au sein des pays s'est élargi, ce qui a entraîné une extrême richesse pour un petit nombre et la pauvreté pour un grand nombre, tant dans les pays pauvres que dans les pays riches. Malgré une forte croissance dans les pays émergents, nous voyons ici que le décile, le 10% le plus riche de la population mondiale, reçoit 52% du revenu mondial, tandis que la moitié la plus pauvre de la population ne gagne que 8%. Il faut ajouter à cela que les femmes sont les plus touchées. Dans l'ensemble, la part des femmes dans les revenus totaux du travail est de 35%. Et il y a une indication, c'est que 758 millions d'adultes analphabètes, sur ces 558 millions d'analphabètes, les 2 tiers sont des femmes. Et nous savons qu'il y a aujourd'hui 130 millions de filles qui ne sont pas scolarisées actuellement, qui ne sont pas à l'école. Pourquoi? Alors, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le résultat de politiques et de décisions qui, à tous les niveaux, structurent la société et l'économie de manière à ce qu'elle profite à quelques-uns, tandis que la majorité est laissée pour compte. Alors, pourquoi l'éducation importe dans ce contexte? J'aimerais dire 3 choses sur l'importance de l'éducation. La première chose, c'est que l'éducation est un droit de la personne. Donc, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit, je cite, « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental, et l'enseignement élémentaire est obligatoire. Ce droit est inscrit dans la Convention relative aux droits de l'enfant et confirmé par les objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 4, qui appelle à l'accès universel à une éducation de qualité. J'aimerais aussi donner la parole à 2 femmes. J'étais récemment en Inde et au Népal. La première est une jeune femme, Sanju, qui a effectué un stage de 3 mois dans le cadre des programmes du Centre social jésuite du Népal, qui est offert spécifiquement aux filles pour un soutien scolaire complémentaire. La seconde est une jeune femme de Matigara en Inde, dans la province de Darjeeling. Elle s'appelle Ritu Panna. Elle travaille au Centre de recherche et de développement de la vie humaine, qui est une initiative des jésuites de la province de Darjeeling qui se concentre sur une approche du développement fondée sur les droits. Alors, vous aurez peut-être de la difficulté à les comprendre, mais je veux que vous entendiez surtout leur passion, leur personnalité. Ensuite, je vais résumer ce qu'elles auront dit si vous n'arrivez pas bien à entendre et à comprendre ce que nous écoutons. Alors, tout d'abord, donnez-moi votre nom. Sanju PC. Alors, dites-moi ce que vous faites actuellement. Je fais de l'enseignement, donc à l'école. Qu'est-ce que vous enseignez? La grammaire et la science morale. Quel est votre lien avec les jésuites du Népal? Bon, je suis catholique, et donc j'étais en lien avec les pères. Alors, on nous a donné des cours d'informatique. Ce sont les gens du centre nous ont donné les premiers cours d'informatique.
Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors, combien de temps avez-vous passé ici? Ah, pardon, avant de venir, vous avez passé 3 mois ici. Oui, oui, j'ai passé 3 mois. Et vous avez, oui, je travaille sur les ordinateurs, j'ai appris Microsoft, le Excel et aussi du travail de secrétariat. Qu'est-ce que ça change dans votre vie ces 3 mois passés ici? Ça fait une grande différence. Alors maintenant, je peux quand même utiliser des vidéos pour les élèves en utilisant l'ordinateur. C'est plus facile donc de me préparer et je peux même préparer un PowerPoint pour préparer le travail pour les élèves. Donc, ces habiletés vont vous permettre d'aller aussi au collégial, donc à l'université. Alors, vous avez déjà fait le secondaire. Après le secondaire, vous êtes venu ici. Et votre stage ici va vous permettre d'aller à l'université. Alors, je voulais vous demander, pourquoi pensez-vous qu'il est important que les filles soient instruites comme ça? C'est très important aujourd'hui. Et il faut absolument que les gens soient instruits. Alors, autrement, donc, c'est comme vous, si vous étiez dans la rue. C'est très important que vous soyez garçon ou fille, peu importe, mais il faut que tout le monde ait accès à l'éducation. Et quels sont les obstacles pour les filles en particulier? Il y a plusieurs obstacles pour moi, par exemple. Alors, j'ai déjà donc entrepris des études de baccalauréat, mais ma condition économique donc fait que c'est difficile pour moi d'entreprendre une maîtrise. Alors, je dois épargner de l'argent et ensuite, j'espère pouvoir commencer ma maîtrise donc l'année prochaine. C'est ça, la situation économique est un obstacle. Peut-être pourriez-vous nous parler de votre famille? Bon, ma famille ne sont pas vraiment très pauvres, mais même pour les gens qui sont de la basse classe moyenne, ils doivent travailler énormément. Donc, ma mère, par exemple, travaille dans les champs. Donc, en plus du travail à la maison, mon père aussi travaille aussi beaucoup. Et il veut aussi, donc, ses enfants étudient et la mère, donc, en plus, doit faire le travail à la maison. Mais comme le salaire que moi-même je gagne, donc, ça me permet d'épargner un petit peu, mais je dois aussi aider ma famille. Alors, c'est quand même difficile. Alors, outre l'aspect économique, est-ce qu'il y a d'autres obstacles? Oui, il y a d'autres obstacles parce que, alors évidemment, si on dit aux filles, par exemple, si vous allez vous marier, pourquoi faire des études? C'est pas la peine, vous allez vous marier de toute façon. Alors, il faut quand même garder l'esprit ouvert. Et donc, l'éducation n'est souvent pas reconnue comme une valeur importante par les gens. Il faut, alors, on va dire aux filles, non, non, là, c'est pas le temps d'étudier, maintenant c'est le temps pour toi de te marier. Mais moi, je pense que c'est un droit. Moi, j'ai le droit de m'instruire. Eh bien, toutes mes félicitations. Euh, Bravo pour tout ce que vous avez réussi à faire. Et vous êtes un exemple et une inspiration aussi pour les filles autour de vous. Merci. Alors, nous allons écouter un autre témoignage et je résumerai peut-être un petit peu ce qu'ils ont dit. Si on peut. Alors, mes parents donc ont connu une situation difficile, mais ceux qui nous ont convaincus de l'importance d'étudier. Alors, pour eux, c'est une priorité de s'instruire.
Alors, il faut que les enfants aient accès à l'éducation. Alors, très souvent, donc, parce que les parents n'ont pas pu s'instruire, c'est plus difficile pour eux de convaincre leurs enfants. Alors, j'essaie, moi, ici, de pouvoir apprendre le plus possible pour convaincre les gens de l'importance de l'éducation. Alors, bon, j'essaie d'être un peu un exemple comme de quelqu'un qui a réussi pour montrer l'importance pour les enfants de s'instruire. C'est notre droit de recevoir de l'éducation. Alors, il est important donc, que les gens puissent avoir accès aux différentes matières qui sont enseignées. Voilà, alors, vous avez entendu ces deux jeunes femmes. Ce qui, pour moi, est particulièrement important, ce que je voulais que vous puissiez entendre, c'est que toutes les deux, elles ont terminé leur réponse en disant que c'est mon droit que d'avoir accès à l'éducation. Sanju l'a dit, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais elle est heureuse. Donc, elle voulait vraiment étudier. Elle a pris une formation aussi en informatique grâce au travail au centre, à l'Institut social des Jésuites du Népal, où il donne du mentorat, en particulier pour des jeunes femmes qui viennent des écoles publiques où il n'y a pas de formation en informatique. Il y a très peu d'équipements et de possibilités d'apprendre cela, et il leur donne donc ces cours complémentaires avant d'avoir accès à l'université. Et quand j'ai demandé quels étaient les obstacles, elle a parlé de la pauvreté et le fait qu'elle doit épargner, donc ses parents, bien sûr, ne peuvent pas l'aider à ce niveau-là. Et elle a évoqué les pressions d'ordre culturel. Donc, on dit aux jeunes filles donc qu'elles doivent se marier, qu'elles n'ont pas besoin d'étudier pour cela. Mais non, dit-elle, il faut que nous gardions l'esprit ouvert et j'ai le droit d'être instruite. Et c'était le même message de Rikupana, donc au Centre de recherche en développement humain dans la province de Darjeeling, où ils ont une approche fondée sur les droits et où les gens donc, présentent l'éducation comme un droit de la personne. Et elle souligne à quel point donc, leur équipe veut faire en sorte que les enfants, donc, dès le plus jeune âge, donc, aient accès à l'éducation. Et elle aussi disait, donc, c'est important donc, de pouvoir étudier et de tout savoir, dit-elle. Donc, il y a 37 centres d'études comme cela qui sont tout à fait gratuits pour une éducation donc, qui est non officielle pour compléter, donc, et en particulier donc, dans les États donc, où on produit le thé. Alors, deuxième point qui explique l'importance de l'éducation. Le premier, c'est le droit de la personne. Le second, c'est parce que l'éducation est fondamentale pour assurer la paix, la stabilité. Alors, l'éducation jette la base des résolutions de conflits pour la construction de la paix. Dans les pays qui connaissent la guerre et les conflits, il faut qu'il puisse y avoir des endroits pour qu'ils puissent étudier. Par exemple, au Népal, lors du tremblement de terre de 2015, l'intervention d'urgence des Jésuites à laquelle notre centre nous a contribué. Donc, la priorité, c'était de reconstruire 48 écoles publiques qui avaient été détruites par le séisme. Lorsqu'ils visitaient le pays, peu après le tremblement de terre, donc les écoles avaient été détruites, les enfants n'avaient rien à faire. Certains étaient orphelins, d'autres devaient travailler. Et dans ce contexte, les trafiquants d'êtres humains donc, ont profité de la situation et le nombre de cas de traite d'enfants au Népal a augmenté de manière très importante car ils n'étaient pas protégés. Donc, l'objectif de l'intervention d'urgence était de ramener les enfants à l'école le plus rapidement possible. Et on voit la même chose dans le travail que fait le service des Jésuites des réfugiés au Liban, au Soudan du Sud aussi. Ce sont des endroits où il y a des situations de guerre ou de post-conflit et où aussi on met l'accent sur l'éducation. Et vous pourrez lire là-dessus dans
dans notre bulletin de liaison, dont il parle précisément de la situation au Liban. Et troisièmement, l'éducation est un facteur déterminant pour la santé, le développement et pour les droits de la personne. L'éducation est souvent qualifiée de droit multiplicateur, car ce que ça veut dire, c'est qu'elle permet aux personnes d'accéder à d'autres droits. La Convention des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels affirme que l'éducation est le principal moyen par lequel les adultes et les enfants socialement et économiquement marginalisés peuvent s'extraire, s'arracher à la Pourquoi c'est si important? C'est que ce n'est pas juste une question d'information. On peut avoir de l'information n'importe où sur le Google, mais ça vous donne une opinion informée. Ça vous donne la possibilité de penser pour soi-même. Et c'est pour ça que je suis tellement mal à l'aise avec le droit des autocrates à travers le monde. À travers l'éducation, je pense qu'on pourrait... Parce que les femmes sont toujours discriminées. Là, on va dans le travail des femmes. Le travail d'une femme, c'est que c'est devenu un stéréotype qui fait en sorte que les femmes demeurent sous-développées dans les médias et que si vous regardez autour ici, tous les paramédiciens qui sont ici sont des mêmes femmes. Alors pourquoi? Non seulement parce que nous travaillons avec les femmes et les enfants, mais parce qu'elles ont un sens de continuité, de durabilité. Elles ont de la compassion. Bon, alors, ça c'est Noreen. Elle travaille comme directrice de Hayden Hall. Et même si vous voyez, si vous pouvez comprendre, elle parle du travail de Hayden Hall pour la formation des femmes parce que elle dit que les femmes travaillent avec les femmes et les femmes sont celles dans la communauté qui peuvent être appuyées par la communauté. Et elle dit que l'éducation vous aide à penser pour vous-même. Il faut remarquer ici que l'éducation n'est pas suffisante. Si ce n'est pas accompagné par le changement social et économique, eh bien, ça se peut que ça ne sorte pas les gens de la pauvreté. Voilà pourquoi. La prochaine section, c'est pourquoi l'éducation des filles en particulier. Dans cette partie, je vais vous parler de trois choses. D'abord, de l'état actuel de l'éducation des filles. Deux, je vais vous parler des obstacles à l'éducation des filles. Et troisièmement, je vais parler de l'impact de l'investissement dans l'éducation des filles. Donc, si dans le monde, il y a 130 millions de filles qui ne sont pas scolarisées, même pas la moitié des pays du monde ont l'égalité, parité de sexe dans l'enseignement primaire. Alors, si on passe à la prochaine étape, vous allez voir ici, c'est statistique. Et au niveau secondaire, l'écart est encore pire. Donc, dans les situations de guerre, les filles sont 2 fois plus susceptibles de ne pas être scolarisées que les filles des pays non touchés. Par exemple, en Afghanistan, les filles n'ont même pas de droit d'aller à l'école secondaire. Alors, regardons maintenant quelles sont les raisons, quelles sont les barrières, les obstacles dans l'éducation des femmes et des filles. D'abord, c'est la pauvreté. Nous en avons entendu parler des filles qui nous a parlé plus tôt. C'est l'obstacle le plus important pour les filles pour terminer leur école secondaire.
Donc, la pauvreté. Deuxièmement, il y a des comportements, des attitudes à l'égard de l'éducation des filles, des facteurs culturels qui jouent un rôle, surtout en particulier dans les endroits où les mariages des enfants, les grossesses adolescentes sont courants. On a entendu ça souvent de la part de deux jeunes filles plus tôt. Dans mon récent voyage au Népal, nous avons visité une école publique dans une zone du rural très pauvre. J'ai remarqué qu'il y avait plus de filles que de garçons dans l'école. Alors, pour moi, c'était un très bon signe. Mais dans la vidéo suivante, écoutez ce que le père Roy Sébastien a à dire. Il est directeur du centre social jésuite au Népal. Ensuite, on a un témoignage de Rina, une jeune femme qui a bénéficié du programme de stage pour les filles pendant 6 mois que nous avons plus tôt. On va regarder les vidéos maintenant. Roi de l'Institut des Jésuites. Nous avons visité l'école publique avec des pauvres enfants. Ils viennent de différentes communautés. L'école est très pauvre, c'est bien sûr, mais certain. Je remarque il semblait qu'il y avait autant de filles que de garçons. Pouvez-vous nous dire, parlez-nous de la proportion de filles par rapport aux gars et comment est-ce que l'éducation est perçue ici? Oui. Et, moi aussi, je voyais qu'il y avait plus de filles. Je pensais qu'il y avait plus de prise de conscience de l'éducation. Donc, il y a plus de filles qui viennent. Ensuite, j'ai posé la question, où sont les garçons? Est-ce qu'ils ne viennent pas à l'école? Ensuite, les professeurs m'ont dit que les garçons sont choisis par les parents pour aller aux écoles privées dans la ville. Donc, ils sont en pension. Et donc, il y a une discrimination de la part des familles qui ils préfèrent éduquer les garçons que les filles. Les filles sont dans les écoles publiques. C'est une des raisons pour lesquelles, si nous allons à l'école des gouvernements pour éduquer, les éduquer, elles, c'est éduquer tout le pays. Et c'est elles qui s'occupent de tout le monde. Dans les filles qui ont terminé l'école après la 12e année, quittent après ça, non? Oui, 40% de gens, de filles qui quittent entre la 7e année jusqu'à la 12e année, entre les garçons et les filles. Mais les filles, très souvent, quittent après 10e ou 12e année pour se marier. Les parents ont peur et devraient, c'est dans la maison. Donc, c'est l'esprit des gens que c'est quelque chose que les gens qui quittent l'école, il y a beaucoup là. Merci. Oui, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer. Irina Soren, le vidéo numéro 5. Oui, qu'est-ce que tu as appris ici durant ces 6 mois? J'ai appris ordinateur, comment gérer l'ordinateur, PowerPoint et Open Course, et ensuite pour faire de l'animation. L'animation, naturellement, j'ai appris, et c'est bon pour moi, parce qu'avec l'aide de groupes de secours, je peux avec les professeurs, je peux voir comment bien faire de l'animation et ensuite le développement de ma personnalité, de la personnalité et beaucoup d'autres choses que j'ai apprises ici. Peux-tu me parler un peu d'où tu viens? Où est-ce que vit ta famille? Quelle sorte d'environnement ta famille vit-elle? Dans un village? Nous appartenons à une communauté ethnique. C'est une des communautés rétro et la plupart des gens ne sont pas éduqués autant. Dans ma famille,
mes parents ne sont pas éduqués. Donc, ils ont donné, nous, la chance d'être bien éduqués. Et c'est ça. Est-ce que tes parents savent comment écrire et lire? Non, non, peu. Ils trouvaient que c'était important pour toi d'aller à l'école, oui. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de venir à l'école, surtout pour une fille? Ben, c'est important pour une fille parce que j'ai vu dans plusieurs filles ne sont pas éduquées. Et c'est des mariages forcés et ont d'autres sortes de problèmes. Avec le manque d'éducation, ils font face à certains problèmes. Alors, l'éducation fait une différence dans ta vie. Oui, ça fait une différence certainement de ma vie. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Je veux étudier mes études supérieures et aller plus loin encore. Qu'est-ce que tu voudrais devenir? Je veux être un travailleur social. Oui, travailleur social. De redonner à ta communauté. Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Alors, j'espère que vous avez pu comprendre tout ce qui se dit. C'est tout ça remarquable. Cette personne vient d'apprendre anglais. En tout cas, Rina s'est bien exprimée et elle est très intelligente. Je pense que du père Roy, que le nombre de filles de l'école publique, c'est un faux positif parce qu'avec les ressources limitées, les familles choisissent d'investir dans l'éducation de leurs fils plutôt que de leurs filles parce qu'ils ont de meilleures chances de travailler en Inde et au Népal. Donc, les familles, comme il dit, il y a une certaine discrimination. C'est pour ça qu'on voit plus de filles dans les écoles publiques. Et par que le pourcentage est très fort, tout d'abord dans ce cas-là. Rina a parlé aussi de l'impact du mariage précoce sur l'éducation des filles. Pour contrer le mariage précoce. Et comme elle dit, elle vient d'une famille modeste. Et même les gens qui n'ont pas, les filles ne sont pas mariées, on face à bien des problèmes. Elle était très pleine de vie. C'était vraiment un plaisir de la rencontrer. Donc, voilà le comportement attitude. Troisième chose que je voulais mentionner, au niveau des obstacles dans l'éducation, c'est le manque de sécurité, d'hygiène et de soins sanitaires qui répond aux besoins des filles. On pense que il y a un quart de milliard d'enfants qui font victimes de violences à l'école et autour de l'école chaque année. Des filles qui sont à parcourir une longue distance à pied pour se rendre à l'école et ces filles-là courent un risque accru de violence. Et on estimait en 2012 que 60 millions de filles sont agressées sexuellement sur le chemin à l'école ou à l'école chaque année. Donc, ça, c'est un gros problème. Deuxièmement, le système d'hygiène, des normes minimales internationales pour les urgences humanitaires adaptées à la culture locale stipulent que les toilettes doivent disposer d'eau de porte pour être verrouillées d'intérieur. Il doit y avoir un éclairage adéquat pour la sécurité et des installations de fourniture adéquate pour la gestion et l'hygiène menstruelle. Mais dans bien des pays, cela n'existe pas. Et donc, on estime qu'une fille sur 10 quitte l'école durant la période menstruelle et ça représente environ 20% dans une année scolaire de l'Inde. En Inde, une fille sur 5 abandonne l'école après ses règles. Alors, vous pouvez s'imaginer l'impact que cela peut avoir sur l'éducation des filles. Mais la quatrième raison, c'est le statut migratoire. La moitié des réfugiés ne vont pas à l'école.
Ils se voient souvent refuser accès à l'école dans le pays d'accueil qui craignent que si l'éducation est dispensée, les réfugiés ne seront pas réussi à rentrer chez eux. Et si la communauté locale n'est pas équipée pour recevoir les gens, ça fait être un problème. Et finalement, comme un obstacle. Finalement, il y a eu l'impact de COVID-19 sur l'éducation. Le COVID-19 a exacerbé la vulnérabilité des filles. On estime que 11 millions de filles pourraient ne pas retourner à l'école. Les filles âgées de 12 à 17 ans sont particulièrement exposées au risque d'abandon scolaire dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, tandis que les garçons qui le sont davantage dans les pays à revenus intermédiaires supérieurs et à revenus élevés ne retourneront pas à l'école. Donc, il y a une vraie différence entre les gars et les filles. Et il y a plusieurs choses qu'on a dans l'éducation, et je parle de ce qui se passe vraiment. Il y avait des grossesses adolescentes et les mariages forcés qui ont augmenté, ce qui menace encore plus l'éducation des filles. Des millions d'enfants ont perdu leurs parents, ou l'un d'entre eux, et encore la personne qui s'occupe d'eux à titre principal. Et finalement, la disparité dans l'accès à l'Internet et aux technologies. Et là, on a vu que 43% des écoles n'avaient pas d'accès à des cours en ligne. Et quand vous avez 2 milliards de personnes de moins de 25 ans qui n'ont pas accès à l'Internet à domicile, les enfants et les adolescents du monde entier n'ont pas été en mesure d'accéder à une éducation inclusive et de qualité au cours de la campagne de COVID-19. Et la plupart des étudiants que j'ai rencontrés en Inde, au Népal, n'ont pas Internet, ils n'ont pas accès à Internet. Il manque les classes, mais ils n'ont pas de présentiel non plus. C'est ça la différence entre le Nord et le Sud. Prochain point que je vais aborder, c'est quel est l'impact de l'investir dans l'éducation des filles. Investir dans l'éducation des filles a un impact sur les communautés, les pays, le monde comme tel. Quels sont les changements qu'on trouve dans des pays qui investissent dans l'éducation? Eh bien, les revenus des filles tout au long de leur vie augmentent considérablement. Le taux de croissance nationaux augmente. Les taux de mariage d'enfants diminuent. Le taux de mortalité infantile diminue. Il existe des preuves irréfutables que l'éducation des femmes a un impact statistiquement significatif sur le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, plus que le développement économique général et plus que la modernisation. Alors, la baisse de taux, il y a une baisse de taux de mortalité maternelle, donc il y a un impact à long terme sur la société et dans la santé et la survie de tous les membres de la communauté. Parce que les familles, plusieurs familles sont mieux informées en matière de nutrition, par exemple. Alors, écoutons maintenant une autre vidéo d'une autre femme qui a étudié à l'Institut social des Jésuites. Vidéo numéro 6. Bonjour. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Rijana Saï. Alors, qu'est-ce que tu fais présentement? Je travaille actuellement. Et c'est quoi ton association avec le centre, l'Institut des Jésuites ici? Quand j'avais la possibilité dans le passé de prendre 6 semaines de cours. J'ai pris un cours en ordinateur et de personnalité et développer mon langage. Donc, ça, c'est parce que je suis dans une école publique. Ils ne nous donnent pas des cours comme ça. Et il manque une semaine à l'année. Mais alors, ce que tu dis que les écoles publiques, vous n'avez pas de cours d'ordinateur, vous n'avez pas d'anglais, et donc, à venir ici, vous a aidé à augmenter, à améliorer votre anglais et à aller vers le collège. Donc, c'est tout un changement dans ta vie. Oui, oui, c'est un point tournant vraiment important. Point tournant. Oui.
Pourquoi penses-tu que c'est important d'éduquer les filles? Ben, c'est assez important parce que si nous sommes bien éduqués, ça améliore notre situation de la famille. Et on peut mettre en pratique ce qu'on connaît et toute la famille peut être éduquée, mise à jour. Et donc, s'il y a juste des garçons, s'il y a juste un garçon qui est éduqué, il n'y a pas vraiment de changement dans les familles. Penses-tu que maintenant, au Népal, les garçons et les filles ont les mêmes possibilités? Aujourd'hui, les choses ont changé un peu, mais c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes chances. Mais il y a c'est un peu mieux, mais c'est pas encore la lune. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Je vous félicite. Bon, formidable. On va sauter la prochaine vidéo, que je n'ai pas le temps. Si ça va du temps à la fin, on va regarder. Mais je voulais parler du bien-être. J'ai parlé avec une économiste là-dessus. Si nous regardons la prochaine acétate. L'agentivité a trait à la poursuite des buts et des objectifs d'une personne juge important et entend poursuivre, qu'il se rattache ou non au bien-être de la personne. Donc, en d'autres mots, on n'est pas seulement préoccupé avec le bien-être de la personne, par exemple l'alimentation ou la santé, mais on veut inclure l'agentivité dans les politiques et des choses comme ça, et la mise en place des programmes. On veut voir tous les différents secteurs dans la vie sociale. Donc, je vais partager une histoire ici des femmes que nous avons rencontrées dans un bidonville de Rohini au Delhi, qui offre un exemple de ceci. Alors, Loch Manche, ça veut dire le Forum du peuple, c'est une initiative nationale des Jésuites de tout l'ordre, de tout l'Inde plutôt, qui travaille avec des mouvements sociaux populaires et qui vise à donner aux gens les moyens de faire valoir leurs droits sociaux et économiques. Le CGI les a soutenus. Et les femmes dans ce quartier, dans ce bidonville, ont pris les rênes de la société-là. C'était une des pires places que j'ai vues. Les femmes ont pris le leadership dans ce quartier. Elles sont fortes, elles sont courageuses. Et une de leurs priorités, c'était d'avoir leur propre clinique à elles dans le quartier. Elles se sont battues avec le gouvernement jusqu'à ce qu'elles l'aient obtenu. J'étais très fier de leur accomplissement et de ce qu'elles avaient accompli. C'était le résultat de leur action, de leurs efforts. Il ne s'agit pas d'une distribution de médicaments. Eh bien, voici les filles que nous avons rencontrées et qui voulaient nous parler de la traduction. C'est pas du Hind, c'est surtout le Hindi, donc hindou, mais le père Georges Peter, un jésuite et directeur du centre de l'Institut éducatif de Loyola. On pourrait l'entendre et puis on pourra le traduire après. Ça montre la force de cette conviction. Je vais vous poser. Pourquoi pensez-vous que l'éducation est un droit humain? Alors, le père traduit. Il dit que l'éducation fait exister la femme. Autrement, la femme n'existe pas. Elle porte le nom de son père ou de son mari, mais elle n'a pas d'existence comme telle.
L'éducation lui permet de compter sur ses propres moyens, de lui donner un avenir, lui faire prendre conscience de qui elle est, la rend autonome. Donc, elle a la connaissance de soi et elle a aussi la conscience de soi. L'interprète s'excuse, mais elle parle la langue de son pays. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? L'éducation donne l'existence. Et là, je répète, elle porte le nom de son père ou de son mari et son nom de famille disparaît. Elle n'a pas d'existence. Elle n'a pas de vie. Donc, l'éducation lui donne des moyens, un avenir, un degré, quelque chose qui lui fait conscience de qui elle est, qui la rend autonome, comme personne. Elle est autonome. La connaissance de soi, la connaissance, la conscience de soi, elle sait quelle est ma capacité et quel est mon droit. Très bien, très bien. L'interprète s'excuse, mais ne peut pas traduire ce que la madame dit. Alors, si vous avez un travail, ou si vous avez l'éducation, vous allez avoir un travail dans la société. Vous pouvez faire quelque chose pour l'avenir. Oui, oui. Je pourrais même faire plus. Lorsque les femmes sont des agentes, elles peuvent transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de toute la communauté. Mais elles ont besoin d'une voix. Bon, alors, c'est une conversation très sérieuse. Vous avez eu un peu d'accès. Les deux filles, ils nous ont parlé. Les deux femmes nous ont parlé de comment, et ça a été traduit, l'éducation fait d'elle une femme, parce que sinon, elle n'a pas d'existence. Et elle est connue par le dernier nom, le nom de famille d'un autre. Et
l'éducation lui donne de l'autonomie pour qu'elle puisse avoir une existence en tant que personne. Donc, ça, c'était son message. Et le message d'Anupam, c'est que si je peux faire quelque chose pour si je ne peux pas faire quelque chose pour la société, à quoi ça sert mon éducation? Donc, elle a dit, elle veut faire pour sa communauté et dans sa société. Donc, ce sont deux jeunes femmes, il y en avait beaucoup d'autres, qui, l'agence et le bien-être sont importantes. Et ça implique une différente approche. Le rôle d'une personne ou le rôle de victime. Et quand les femmes deviennent agentes, elles peuvent être transformées non seulement leur vie, mais de toute la communauté. Alors, nous passons maintenant à la dernière section de cette présentation. Pourquoi une organisation jésuite comme CGI se préoccupe-t-elle de l'éducation des filles? Quel est le rapport avec la mission et la spiritualité des jésuites et quelles sont les initiatives que nous soutenons? D'abord, je dois dire que les jésuites bon, tout le monde sait ça, mais en fait, les jésuites ne sont pas les seuls à travailler dans le domaine de l'éducation. Ils ne sont pas nécessairement là en première file. Il y a de nombreuses organisations, des ONG et d'autres organisations ecclésiales, en particulier des congrégations féminines, qui ont fourni et continuent de fournir une éducation aux enfants et aux filles en particulier dans tout le sud mondial. Et elles le font parce qu'elles ont reconnu donc l'importance fondamentale de l'éducation des filles pour le bien-être de la société. Et je voudrais mentionner les sœurs de Loreto parce que notre bureau ici est situé au collège de Loreto. En fait, lors de l'événement, donc nous croyons que l'éducation des filles, et en particulier pour les gens dans la marge et pour les filles en particulier, fait partie intégrante de notre mission comme institution jésuite. À cause de l'option pour les pauvres dont nous avons déjà parlé, c'est une façon de vivre cette priorité apostolique universelle. Et je tiens aussi à souligner que même le pape François a souligné la place essentielle de l'éducation et de l'éducation des filles. Lors de l'événement sur le pacte mondial de l'éducation en 2020, le pape François a soulevé 7 points, 7 raisons, et en particulier la nécessité d'encourager la pleine participation des filles et des jeunes femmes à l'éducation. Et dans son discours en janvier 2023, donc aux membres du corps diplomatique, le pape François a dit qu'il y a une crise en éducation qui est rendue encore plus aiguë par les effets de la pandémie et par le contexte géopolitique, alors les personnes déplacées, les guerres, et il souhaite que les Nations unies auront le courage de renverser parce que les subventions donc, données à l'éducation sont largement insuffisantes. J'étais en Inde récemment et John Ravi, qui est responsable de l'éducation pour l'assistance d'Asie des Jésuites, qu'il n'y a aucun gouvernement indien qui ait dépensé plus de 4% du produit intérieur brut sur l'éducation, même si la loi dit qu'il faudrait dépenser au moins 6%. Alors, j'aimerais terminer par vous présentant des diapos qui vont évoquer certains des projets que nous soutenons, que les jésuites dirigent, par exemple, ou que nous soutenons. D'abord, il y a les projets en éducation en Inde et au Népal. Vous avez déjà vu plusieurs exemples aujourd'hui. Et l'éducation est une priorité pour les jésuites là-bas. On dit que 60% des jésuites en Inde travaillent en éducation et ils veulent donner une éducation de qualité à tout le monde. Il n'y a aucune tolérance, en tout cas, ils essaient d'avoir une tolérance zéro, donc pour le décrochage. Et on met un accent particulier sur l'éducation dans les États qui produisent du thé
auprès des travailleurs donc, de la culture du thé, parce qu'ils sont parmi les plus marginalisés. On met l'accent sur la formation des enseignantes et des enseignants et on met l'accent sur l'éducation intégrale qui inclut la musique et les arts. Et si vous voyez une petite fille dans l'ashram qui apprend à jouer du violoncelle, donc on enseigne un instrument, donc que ce soit le violon, l'alto, et il y a des instituts de musique dans la province qui débordent d'activités les week-ends, des enfants qui n'auraient pas autrement la possibilité d'avoir une éducation plus holistique peuvent apprendre un instrument. J'avais une autre vidéo, je ne sais pas si on... Parce que nous voulons quand même garder un peu de temps pour les questions. Alors, j'avais une version des mères d'une école, mais nous pouvons peut-être laisser cela de côté. J'aimerais vous parler du travail que nous faisons aussi, c'est le service jésuite des réfugiés, donc nous appuyons plusieurs de leurs projets. C'est une organisation qui a été fondée par le père Pedro Arrupe, qui est présent dans 50 pays pour soutenir les réfugiés et toutes les personnes déplacées. L'éducation est l'un des 4 principaux domaines d'activité du service jésuite des réfugiés. Il éduque et forme actuellement 360 000 personnes à travers le monde. Ils ont une vidéo, c'est leur vidéo qui est de meilleure qualité. Peut-être que nous pouvons regarder cela. Ça nous donne une idée du travail que fait donc le service jésuite des réfugiés. Alors, je ne sais pas. C'est possible de le présenter. Alors, moi, je ne peux pas le voir actuellement. Je ne sais pas si les autres le voient. Moi, je ne le vois pas actuellement. Nous voulons créer le monde de demain, un monde où nos enfants pourront aller à l'école et découvrir leur plein potentiel. Mais je n'ai pas grandi, moi, dans ce genre de monde. Moi, j'étais réfugié. J'ai été forcé de fuir mon pays pendant 6 ans. 6 ans, j'ai voyagé à pied dans différents pays avant de trouver finalement la sécurité dans un pays. Et là, j'ai eu la possibilité d'aller à l'école et d'avoir un peu d'éducation. Maintenant, je suis médecin et j'essaie de redonner à ma communauté. L'éducation a changé ma vie et ça peut aussi changer la vie de nombreux autres réfugiés s'ils ont la possibilité d'étudier. Aujourd'hui, la moitié des enfants réfugiés dans le monde ne vont pas à l'école. Il n'y a que 1% des enfants de réfugiés qui ont la possibilité de faire des études supérieures. Il faut que les enfants se sentent en sécurité pour aller à l'école, protégés du travail infantile, protégés de l'exploitation sexuelle, protégés du recrutement dans les bandes armées. L'éducation joue un rôle essentiel et contribue à sauver des vies. Imaginez ce que cela pourrait faire si tous les enfants avaient la possibilité d'aller à l'école et même d'aller à l'université. À travers la mission globale en éducation, les services jésuites des réfugiés essaient de permettre aux enfants de grandir. Nous accueillons plus d'enfants aux écoles primaires et nous les aidons à rester au secondaire. Nous leur donnons accès à une formation professionnelle et universitaire. Arrêtons d'imaginer, faisons que cela soit une réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien, alors cela vous donne un aperçu donc d'une partie du travail et de la motivation qui inspire le travail du service jésuite des réfugiés. Un autre mouvement que j'aimerais mentionner, c'est
c'est Fe y Alegría, donc foi et joie, un mouvement d'éducation populaire qui a été fondé en 1955 au Venezuela, mais qui est présent maintenant dans 22 pays et sa devise, vous voyez donc, foi et joie, Fe y Alegría, commence là où l'asphalte se termine, là où il n'y a plus d'eau potable, là où la ville perd son nom. Autrement dit, ils sont là où sont les pauvres. Donc, c'est présent dans ces 22 pays, surtout en Amérique latine, mais maintenant, c'est en expansion en Afrique et en Asie. Il y a donc 43 000 employés, vous avez le chiffre là, et travaillent donc dans les secteurs urbains. On appuie l'éducation publique, c'est bon, et les salaires des enseignants sont payés par l'État, mais c'est administré donc par les jésuites. Leurs débuts sont qu'il ne faut pas donner aux pauvres une éducation médiocre. Et nous soutenons leurs projets. En particulier, nous avons le programme d'éducation bilingue en Amazonie qui permet donc l'éducation aussi dans les langues autochtones. En fait, le dernier projet que j'aimerais mentionner, c'est le travail des jésuites au Soudan du Sud, donc les semences de transformation sociale. Comme vous le voyez ici, il y a de nombreux projets qui concernent l'éducation. Il y a l'école secondaire Loyola, le centre de formation en informatique Saint-Pierre-Claver. Il y a une école normale et un institut de formation agricole. Ce sont autant d'éléments de ce programme. Et c'est un programme que nous soutenons déjà depuis longtemps. Et voici des photos précisément de ce programme au Soudan du Sud. Alors, nous pouvons les faire défiler. J'aimerais terminer en parlant de ce que sont les défis. Aujourd'hui, on aurait sans doute besoin d'une autre heure pour pouvoir les présenter clairement. Bien sûr, les problèmes sont nombreux et sont immenses. Et la première chose qu'il faut faire, c'est lutter contre la pauvreté. Donc, plusieurs des témoignages que nous avons entendus. Il faut lutter contre la pauvreté et les inégalités parce que c'est à la racine du manque d'accès à l'éducation. Ensuite, il faut aussi travailler au niveau de la politique de l'éducation. Il faut faire du plaidoyer pour augmenter le financement public de l'éducation par les gouvernements. Sur les 29 pays étudiés dans toutes les régions, les 2 tiers des pays à revenus faibles ou moyens inférieurs ont réduit leur budget consacré à l'éducation depuis le début de la pandémie de COVID-19. Et ces coupes budgétaires vont réduire la scolarisation, en particulier celle des filles. Et même des pays à revenus plus élevés ont réduit leur budget. Mais c'est encore pire dans les pays à faible revenu. Il faut veiller à ce que l'aide internationale et notre solidarité, y compris ce que nous faisons, donc soutiennent l'éducation sexo-spécifique, c'est que l'éducation sensible au genre. Et nous avons donc une réponse sexo-spécifique aux situations d'urgence. Nous avons vu les événements catastrophiques affectent encore plus les pauvres et les marginalisés, et le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. Et je veux aussi parler de la tension entre l'enseignement privé et l'enseignement public, parce qu'en Inde et au Népal, par exemple, on en a parlé, par exemple, le gouvernement est le seul à pouvoir soutenir une éducation publique de qualité, comme dans nos pays, mais dans les pays où les gouvernements ont seulement 3% du PIB, comment pouvez-vous assurer une éducation de qualité à tous? Mais alors, les écoles privées, donc, imposent des frais, ce qui exclut les pauvres, ou alors il faut dépendre de l'aide internationale, ce qui n'est pas viable.
Et enfin, il faut soutenir l'éducation des enfants réfugiés ou déplacés de force. Et cela, autrement, aura un impact terrible. Alors, je veux terminer en donnant le dernier mot aux femmes. Sresti, donc, et Noreen Dunn, c'est notre façon donc de conclure cette présentation. Alors, si nous pouvons peut-être voir les deux dernières vidéos, donc 10 et 11. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Je suis né donc à Katmandou, au Népal. J'ai 17 ans. J'étais en train de terminer ma maîtrise grâce au centre ici, de NGSI. J'ai été recrutée comme coordonnatrice de bureau et j'ai passé donc au doctorat. Et pourquoi pensez-vous que ce travail est important, à votre avis? Moi, j'ai toujours donc été en contact avec les gens et j'ai toujours voulu donc travailler aussi pour la communauté, la collectivité. J'aime travailler pour les gens. C'est peut-être mes talents naturels, donc m'y portent aussi. C'est pourquoi je fais du travail social. Et pour terminer, pourquoi pensez-vous que ce travail que fait l'Institut est important pour la vie des gens du Népal? Bien, le Népal est un pays sous-développé. Si vous voyez Katmandou, la ville de Katmandou s'est développée, mais si vous allez à l'extérieur de la ville, donc on voit que les gens n'ont pas d'éducation, ils sont défavorisés. Et alors, il faut travailler pour ces personnes-là. Ces personnes donc n'ont pas accès aux mêmes choses. Vous voyez les écoles qui sont construites par le NGSI, alors ça répond à un véritable besoin des gens. Alors, et finalement, j'avais une dernière question. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'éduquer les filles? Alors, j'ai étudié, moi, dans un couvent, donc pour les filles, et ma famille a toujours été convaincue que c'est important de faire étudier les filles parce que c'est les filles qui restent à la maison avec les enfants. Alors, si la femme, donc la maman, a fait des études, elle va pouvoir éduquer ses enfants d'autant mieux. Merci, c'est très beau. Alors, on a un dernier vidéo, il y a quelques secondes, sur notre temps. Le numéro 11, vidéo numéro 11. Un des livres que j'ai lu vient de ton pays. Et j'ai trouvé ça très éclairant, mais ils sont élevés dans un contexte sud-américain et nous sommes dans les Himalayas. Alors, nous avons une autre approche. J'ai lu les livres, j'ai distribué. Il faut devenir son propre livre. Choisissez les femmes. Merci. Alors, je pense qu'une bonne façon de clore la dernière partie de notre présentation avec un PowerPoint, Noreen, qui est avec nous depuis longtemps, qui a fait un beau travail, nous encourageait de choisir des femmes. Et je pensais que c'était bon d'entendre de Sresti, la directrice du Institut des Jésuites de Népal, et ce qu'elle a dit, c'est important. Donc, ça, c'est notre campagne pour l'automne. L'éducation, notre droit, notre avenir. Vous allez entendre parler de cela et vous allez voir notre intervenante. Et on espère qu'elle va venir ici au Canada, de l'Afrique,
Et donc, elle travaille sur une proposition pour l'école. C'est une jeune fille, femme. Elle est étudiante. Et donc, nous avons hâte de la recevoir. Et donc, ceci dit, dans la prochaine étape, le dernier, visitez, ça voici notre bulletin de nouvelles sur l'éducation. Écrivez-nous ou téléphonez-nous. Sur le site web, vous allez trouver. Et ceci dit, je clôt, j'arrête. Et je veux remercier tout le monde d'avoir maintenu leur patience. Et merci à toutes ces personnes. Pour toutes les personnes que nous avons entendues, dont nous avons entendu des voix, qui nous ont accueillis et qui nous ont inspirés. J'espère que ces gens-là vous ont inspiré également. Merci beaucoup, Jenny, pour ta présentation. Tu nous as éclairé sur le besoin d'éduquer les filles mondialement. Merci à CGI d'avoir fait ce travail, de faire ce travail pour aider le développement des femmes, surtout dans la société de la culture où elles se trouvent, et de garder cette préoccupation en éveil. C'est un travail sérieux, important, significatif, mais il a les joies et les espoirs dans ta présentation nous touchent et nous montrent à quel point ce travail est important. Parce que ce n'étaient pas des gens tristes, c'était des gens qui étaient pleins de vie et d'avenir, d'espoir pour l'avenir. Et on espère pouvoir marcher avec eux dans le cheminement aussi. Alors, bonne chance dans ta campagne d'automne. On peut recevoir 2 ou 3 questions. Pour Jenny. La première question, c'est quel est l'impact sur les hommes dans la communauté? Est-ce que les rôles traditionnels sont menacés par l'éducation des filles? Comme nous le savons, c'est difficile de généraliser ici, parce qu'on parle de beaucoup de cultures, on parle de beaucoup de continents, et il faudrait peut-être être plus spécifique. Je pense que, par contre, ce que j'ai entendu lors de mon dernier voyage, c'est que certaines fois, les filles, les femmes qui jouent un rôle important, ça peut veut dire qu'elles sont impliquées dans leur communauté, elles quittent même leur famille lors de l'organisation. Et c'est vu comme un défi. Mais je pense que nous avons entendu, même de la part des filles que nous avons entendues aujourd'hui, à quel point leur famille les encourage, du moins les gens qui étaient là. Parce que c'était peut-être les filles qui ont réussi à travers les écoles. Et il y a plusieurs autres qui ont été envoyés à cette école. Mais il y a les parents, surtout les mères. Je pense que nous avons entendu, si la mère est éduquée, les filles et les enfants vont être éduqués parce que la mère va pousser pour que l'enfant soit éduqué. Je crois qu'il y a, vous avez entendu, il y a beaucoup de résignation au fait que les garçons sont favorisés. Surtout dans les taudis, c'était les femmes qui assumaient le leadership pour nettoyer, ils ont éclairé le village, la région. Où étaient les hommes? Mais en tout cas, c'était les femmes qui ont fait le changement, qui ont joué un rôle actif. Et ça peut créer des tensions, mais je pense que, vous voyez, elle voit aussi comment elle profite de cette situation. Merci. Comment peut-on appuyer l'éducation des filles? Vous savez,
les bénévoles. Être bénévole quelque part, c'est ambigu. Il y a des gens très compétents qui connaissent l'enjeu. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les ressources pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire. C'est vrai que nous avons entendu au cours des années que les gens, il manque des profs, des enseignants compétents. Et même dans l'école jésuite, au Népal, et il manque des professeurs titrés ou formels. Mais l'enjeu, c'est pas qu'il y a peut-être des places où on pourrait avoir des profs, mais ils n'ont pas l'argent pour payer des professeurs compétents. Donc, la meilleure chose à faire, c'est aider à financer ces écoles pour appuyer la création des centres de formation académique. Mais même quand les gens, il y a des gens ici qui ont les compétences dans la formation des profs, ça sera certainement bien reçu pour une période courte, outre-mer. Je pense que c'était la question, comment appuyer des bénévoles. Et l'autre, de toute façon, c'est d'appuyer, c'est financièrement, mais des campagnes pour avoir de l'allocation de finances par les gouvernements ou par des organisations internationales à des œuvres d'éducation. Et la dernière question commence avec un commentaire concernant les charités et finir avec une question. Merci pour la présentation, dit-on. C'est une très belle cause. Moi, je suis une femme d'un pays en développement. J'ai profité de l'éducation des filles. La lutte, c'est que si vous êtes en compétition avec d'autres provinces pour les dons, ça serait bon d'avoir plus de données sur quel pourcentage des dons est utilisé pour l'administration. Et à CGI, est-ce que vous avez quelqu'un, on peut savoir est-ce que l'argent est bien utilisé? Alors, comment est-ce qu'on peut être certain que les gens qui sont dans les positions de poste dans les organisations en but non lucratif ne profitent pas de la vulnérabilité de ces filles? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'imputabilité? Réponse, ben oui. Moi, d'abord, je veux dire que le but de cette présentation, c'était pas celui de chercher de l'argent, c'était de montrer comment l'éducation est importante dans notre travail de solidarité. Donc, je ne cherche pas à avoir d'argent. Je veux encourager les gens à apprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éducation et à quel point c'est important pour l'avenir de nos sociétés. Et deuxièmement, nos bilans financiers sont disponibles. Les frais d'administration sont sur le site web. Et je pourrais vous encourager les gens qui appuient des différentes charités de vérifier l'utilisation avant que vous donnez de l'argent dans la charité donnée. Donc, c'est important que l'organisation soit transparente et il est important qu'il faut être aussi ouverte que possible, surtout auprès des bienfaiteurs et bienfaitrices. Le dernier point était quoi? Comment est-ce qu'on s'assure que des gens qui sont dans le poste de position profitent de ces filles? Très bon point. Il y a eu plusieurs places. Des fois c'est des auto-nouvelles ou certaines agences, même des organisations multilatérales, où il y a eu des abus, bien sûr, et on peut en profiter de certaines filles. Donc, je pense qu'il faut regarder ça et que ce soit une priorité, certainement. Surtout dans notre travail, il faut s'assurer que nous avons des mécanismes en place
pour protéger les enfants, les filles, pour protéger les filles vulnérables ou les filles femmes. Et donc, il y a il y a des directives, il y a toute une liste de choses qui devraient être faites et nous savons ce qui devrait être fait. Et donc, même des choses que j'ai mentionnées aujourd'hui, d'avoir des toilettes qui sont sensibles à l'orientation sexuelle. Il faut avoir de l'éclairage, il faut de l'eau, il faut pouvoir fermer les portes. Et présentement, si vous allez, moi j'ai voyagé beaucoup dans bien des lieux, on ne trouve pas cette sécurité. Des choses très fondamentales, c'est notre responsabilité, je pense, en tant qu'organisation but non lucratif, qu'on n'appuie pas quelque chose qui répond aux normes minimales et surtout avec tous nos partenaires. Merci, Jenny. Alors, cela conclut notre soirée. J'aimerais demander à tous les participants de nous revenir en septembre quand le père Scott Lewis va inaugurer la saison d'automne pour nos webinaires. Merci à José Sanchez, à Fanny et à nos interprètes, Michel et Albert, pour leur travail en coulisses au webinaire et au personnel de CJI, donc, qui nous ont aidés aussi à préparer cette soirée. Merci à vous toutes, vous tous qui avez participé à la soirée. Passez un bon été, une bonne nuit. Oh, un rappel simplement pour tout le monde. L'enregistrement vous sera envoyé dans 72 heures. Et n'oubliez pas de remplir le petit sondage qui va apparaître à votre écran. Cela nous aide à améliorer les prochaines présentations. Merci beaucoup. Bonne nuit.